Bonjour à toutes et à tous. Et merci pour cette occasion que vous me donnez de vous parler. C'est une tâche qui m'honore, surtout après tout ce que nous avons entendu ici. Nous avons entendu des perspectives profondes et intéressantes aujourd'hui. Alors, moi, je me demandais qu'est-ce que je pourrais dire pour terminer. Comme je l'ai déjà évoqué, je crois que tout a été dit, mais ce que je veux extraire, c'est des enseignements que nous devrions garder en tête et voir comment ces enseignements pourraient être utilisés pour que l'on puisse aller plus loin et au-delà des parties négatives d'un processus de paix. Pour commencer avec quelque chose de positif, j'ai été inspirée lorsque j'ai entendu les intervenants de la première table ronde. Je suis peu souvent inspirée par les politiques, pour être sincère avec vous. Mais les politiques que nous avons eues ce matin venaient d'une gamme très variée de couleurs politiques, de sensibilité politique. C'était vraiment inspirateur pour moi. Juste de les entendre parler de la manière dont ils ont travaillé ensemble, comment ils ont collaboré, comment ils se sont engagés dans ce processus. Et je les ai écoutés et ils se sont vraiment engagés vis-à-vis des autres et du processus. Et alors, moi, j'espère que les politiques du monde entier pourraient s'entendre et se parler de la même manière. Mais bon, dans notre propre réalité, moi, la vérité, c'est que je désire que les politiques du côté de Egoalde, de l'autre côté de la frontière, et en Espagne, pourraient aussi, du point de vue de la perspective basque, être plus inclusifs. Et du point de vue de la perspective espagnole, être plus inclusif aussi, comme ici. La première chose que je voulais dire, c'est que cette inclusivité que nous avons vue aujourd'hui sera l'énergie et l'alimentation pour pouvoir pousser, faire avancer ce processus de paix avec cette collaboration. Je voudrais me concentrer sur deux questions qui ont été évoquées par beaucoup d'intervenants. C'est la question de la justice transitionnelle. Et je parle de la justice transitionnelle, mais là-dedans aussi la libération des prisonniers, qui fait partie de la justice transitionnelle. Et sous ce titre de justice transitionnelle, j'aimerais réfléchir sur la libération des prisonniers, leur sort et la vérité et la réconciliation. Et bien sûr, la reconnaissance, l'acquis, la réparation. Si je pouvais commencer par les prisonniers, de façon unanime, à ma grande surprise d'ailleurs, nous avons entendu que c'est une question délicate et importante et urgente. Et il faudrait faire plus, c'est beaucoup plus, effectivement. Lorsque je pense à tout ce que j'ai entendu sur les détenus, je sais qu'il y a eu des avancées. Mais lorsque je vois ce qui a été fait avec les prisonniers, qu'est-ce qui manque? Ce qui me manque, c'est un mécanisme pour pouvoir aborder la question des prisonniers. Une structure qui pourrait être le témoin de la volonté politique des différents acteurs. Caroline a parlé de revenir à la déclaration d'Ayete et revenir sur le fait qu'une grande partie de ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Après 10 ans, peut-être que
le temps n'est pas arrivé pour prendre l'invitation des leaders, les signataires de la déclaration d'Ayete. Parce que si je me rappelle correctement, ils ont dit qu'ils voulaient aider à la mise en œuvre et participer à la mise en œuvre plus tard. Et peut-être qu'il faut cela. Il faut une participation internationale et un poids politique international qui pousse, qui tire, qui mène à bon port la mise en œuvre de tout ce qui n'a pas encore été fait. Et peut-être que ça serait une première étape. Et je recommande vivement que cela se fasse. Et malheureusement, Kofi Annan n'est plus avec nous, mais les autres sont là. Et je suis sûre que si vous pouviez avoir un ou deux de ces personnes, je pense qu'ils pourraient déléguer leur poste à d'autres leaders politiques et pourraient vous aider. Parce que comment allez-vous établir des mécanismes ou faire que les mécanismes en place s'occupent des détenus? Carlos nous a parlé de ce qui se passe en Colombie. Et on a entendu parler de structures, de mécanismes, de dispositifs qui ont été établis par les politiques. Et moi, je peux vous dire qu'en Afrique du Sud, j'ai été très actif vis-à-vis des prisonniers politiques. Et peu après l'élection de notre premier gouvernement démocratique, j'ai été nommé par le gouvernement Mandela pour présider une commission qui s'occupait de la question des prisonniers politiques, bien avant la commission Vérité et Réconciliation. Et cet organisme a révisé la situation des prisonniers qui étaient encore toujours incarcérés et a fait des recommandations auprès du ministère de la Justice. Et la majorité ont été libérés à la fin de 1995. En Irlande du Nord, la Commission s'est occupée aussi de l'amnistie et de la libération des prisonniers paramilitaires. Je vous le dis, lorsque j'ai commencé à travailler en Irlande du Nord, à la demande de l'IRA Sinn Féin, lorsqu'on planifiait, lorsqu'on se préparait pour les négociations, c'était en 1994-1995. Et ce qu'ils ont mis sur la table, c'était d'abord, il faut que nous ayons une assurance que dans le cadre de ce processus de paix, les prisonniers politiques seront libérés. Alors moi, j'ai fait aussi du travail avec les prisonniers en Afrique du Sud et il y a eu beaucoup de fragilité dans le processus de paix en Afrique du Sud et je pouvais les identifier clairement. Et les paramilitaires loyalistes ont entendu que moi, j'avais beaucoup travaillé avec les républicains pour libérer les prisonniers. Et bien sûr, on nous a demandé si moi aussi, je pouvais me réunir avec leur côté, avec leurs prisonniers. Et on m'a demandé de diriger cette commission parce que j'avais la crédibilité. J'étais internationale, je ne venais pas de l'Irlande du Nord et j'avais le soutien des deux parties, des deux côtés. Mais à travers la législation, il fallait créer une structure pour aborder la question de la libération des prisonniers paramilitaires des deux côtés. Et il y a eu 600 prisonniers et pendant 3 ans, nous nous sommes occupés des 600 cas. La grande majorité ont été libérés en une période brève de temps. Et en fait, ce n'était pas une amnistie, c'était une libération conditionnelle, donc une liberté conditionnelle. Et toutes les personnes qui avaient commis un délit, si jamais ils recommettaient un délit violent, ils revenaient en prison, même dans une bagarre dans un pub. Eh bien, une bagarre, un coup de poing, si ces gens-là récidivaient, ils revenaient à la commission et réanalysaient leur cas pour voir si ces prisonniers en particulier avaient respecté la conditionnelle ou pas. Bon, il y avait surtout que des hommes en fait à l'époque. Et si on arrivait à la conclusion que cette personne n'était pas un danger pour la société, cette personne était libérée à nouveau. Il y avait des mécanismes en place pour s'occuper des détenus. Il y avait une structure. Et ici, cela n'existe pas. Il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de travail très dur, tant d'espérance.
mais il faut que ce soit organisé. Il faut que ce soit un projet pour vous tous et vous toutes. Il faut essayer, il faut continuer à essayer. Il faut demander à l'État français et aussi à l'État espagnol de l'autre côté pour qu'il s'implique. Le fait qu'il y ait des prisonniers de mon âge, 70 ans déjà, le fait que les détenus vieillissent et des gens qui sont encore en prison et qui sont malades et qui sont en prison depuis 30 ans, ça, c'est inexcusable. C'est inexcusable. La situation aujourd'hui est totalement différente. Il n'y a pas d'excuse. Nous entendons parler d'un pouvoir judiciaire qui est loin, qui n'entend rien. Il faut réformer alors le système judiciaire. C'est intéressant. Et peut-être que vous avez lu des nouvelles sur l'Afrique du Sud. Nous sommes dans une situation assez mauvaise actuellement. Nous traversons une mauvaise passe. Mais je peux vous dire que nous avons un système judiciaire qui est incroyable. Ils sont braves, courageux. Ils s'attellent à la tâche. Ils ont envoyé le président Zoum en prison. Ils luttent contre les ministères, contre le Parlement. Ils n'ont pas peur. Le système judiciaire est vraiment indépendant. Ils n'ont pas peur. En fait, c'est inacceptable ici d'avoir un système judiciaire qui n'est pas en contact avec la réalité et avec les gens et le peuple, parce que le système judiciaire doit vous servir. Vous ne les servez pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que j'ai dit sur les prisonniers est aussi pertinent pour la question de la justice transitionnelle. Il faut qu'il existe un mécanisme. Et Brendan nous a dit que cela ne doit pas être une véritable commission de vérité et de réconciliation. Cela peut être quelque chose de très différent. Lorsque j'étais en Espagne depuis quelques jours, là, je me suis rendu compte que la notion de la commission de vérité et de réconciliation ne pourrait pas bien marcher là-bas. Nous sommes très conscients du poids de l'histoire. Pour beaucoup de personnes, cette histoire remonte à Franco, les années 60, les années 50, les années 70 et les 80 avec De Gaulle et plus récemment. C'est une longue histoire et il y a tant de récits. Il y a tant de visions différentes. C'est comme s'il y avait une victime de catégorie A et d'autres types de victimes. En fait, non. Les politiques récemment ont seulement parlé des victimes de la violence de l'ETA. Et point. Les récits qui existent entre les différentes sensibilités en Espagne, c'est très, très éloigné. Ils sont aux antipodes les uns des autres parce que j'ai eu... Vous savez que j'ai eu un moment difficile lorsque je travaillais en Espagne, au Pays Basque. Plus précisément, le gouvernement espagnol ne voulait pas que je sois là, ne voulait pas de moi. Je m'étais engagée et leur positionnement était de dire « ce n'est pas un processus de paix ». Nous, on a eu notre processus de paix dans les années 70, on a une nouvelle constitution. Et ça, ce n'est pas une question politique. Il s'agit de criminalité, une période de criminalité. Voilà leur récit et leur vision. Et si c'est leur récit et leur vision, en fait, ils considèrent qu'il n'y a pas de victimes de l'autre côté parce qu'ils ne reconnaissent pas les autres personnes qui ont pu souffrir les conséquences d'autres actions violentes, la conséquence d'une croyance politique et d'une idéologie politique particulière. Mais ces différents récits ne peuvent pas exister dans des silos et dans le vide. Il faut les réunir. Et c'est pour cela qu'il est tellement important qu'il y ait une structure, que vous établissiez un mécanisme. Même si il faut le faire un petit peu
de votre côté d'une manière un peu séparée, et je l'ai vu l'autre jour au Pays Basque Sud, même si l'État et peut-être même le gouvernement basque pourrait être le leader. Il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées. Il y a eu des différences politiques, mais il y a eu beaucoup d'avancées dans la coopération qui s'est produite entre les différents partis politiques au Pays basque Sud. Et je pense que de ce côté de la frontière, peut-être, ça serait intéressant de nommer 2 personnes qui pourraient travailler ensemble comme une petite commission de recherche pour pouvoir aller parler aux gens, sortir, essayer de rapprocher les récits, collecter les histoires, collecter les récits, collecter la vie et réunir tout cela, expliquer pourquoi cela s'est passé, qu'est-ce qui était derrière toutes ces histoires et tous ces récits, d'où viennent ces idéologies. Et nous le savons. Nous savons que la friction et en fait la nature de cette hostilité et de cette nature fragile et cette opposition entre les 2 partis politiques principaux en Espagne est une conséquence de la guerre civile espagnole. Et c'est encore là, c'est quelque chose qui est là, c'est une histoire qui n'a pas encore été résolue. Et dans le contexte de ce qui s'est passé pendant la période de la transition espagnole, rien n'a été résolu. Et on ne peut pas prendre un seul récit. Et lorsque je dis un récit, c'est qu'il faudrait avoir un récit intégré. Et c'est essentiel en ces temps. Donc, une structure qui devrait pouvoir être établie. La même chose là-bas, mais ici aussi, du côté français, il y a moins de besoin. Je pense que côté sud, il y a vraiment une absence de structure qui vraiment serait nécessaire. Le dernier point que j'aimerais mentionner ici, et j'ai entendu des réactions, des idées à ce sujet. Moi, je suis une personne à projet. J'aime les projets. Si vous regardez mon CV, et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à travailler au Pays basque, ça s'appelait le projet basque. Tout ce que je le fais en tant que projet. Parce que, à mon avis, si on ne planifie pas, étape par étape, on oublie. On est tangentiel et on ne va pas vraiment au but, étape par étape. C'est pour ça que j'aime les projets. Je pense que cela vaudrait la peine d'avoir un stimulant, une incitation, un projet. On pourrait commencer à réfléchir dès maintenant. Qu'est-ce que veut dire la basquité ou la basquitude, si vous voulez? D'ici 5 ans, 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'identité basque? Qu'est-ce que cela voudra dire, être basque? Et comment cela pourrait être défini pour les 20, 30, 50 prochaines années? Comment on pourrait le définir en France, mais aussi en Europe et dans le monde? Pour pouvoir entrer là-dedans, pour pouvoir concevoir un tel projet, il faut avoir une vision, une mission, c'est-à-dire comment on va atteindre la vision, et cela pourrait commencer par aborder un certain nombre des challenges, des défis que vous avez évoqués ici. L'habitat, vous en avez parlé. Le logement, c'est une réalité, il faut l'aborder. Le chômage, le changement climatique, tous ces défis qui sont les défis de nos enfants aussi. Et on peut le faire aussi dans le contexte d'un objectif indirect, c'est-à-dire la diversité. Si tout le monde travaille ensemble sur un projet commun avec un objectif et une finalité commune, on peut prendre en compte la diversité parce qu'on peut travailler ensemble. Il faut peut-être se projeter dans l'avenir. Du côté espagnol, c'est le cas. Il y a tellement de questions qui ont été profondément politisées pendant si longtemps. Une crispation politique. Et ces questions minent la confiance. Donc, il faut regarder vers l'avenir
s'orienter vers un avenir différent. La dernière question que j'aimerais aborder ici, c'est qu'en Afrique du Sud, nous insistons beaucoup sur la transformation. Lorsqu'on a un pays avec différentes cultures, différentes traditions, toute la question de l'identité réémerge. Nous, on parle de la politique des identités. J'imagine qu'ici, la terminologie serait similaire, mais pour construire la cohésion, il faut qu'il y ait d'abord une transformation. Et la question que je voulais dire par rapport à la transformation, c'est que ce n'est pas la transformation de structure, d'organisation, d'organisme. La transformation se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous souhaitons qu'il y ait une transformation profonde, il faut qu'elle se fasse d'abord en nous. Parce qu'effectivement, il faut faire travailler et se côtoyer différentes traditions et identités. Il y a beaucoup d'experts dans le domaine de la transformation qui s'occupent de la cohésion, de l'identité. Et une partie du travail que je fais maintenant, c'est dans cette sphère. Je ne fais pas la transformation, je la facilite, je l'anime. Et tant que c'est nécessaire de faire quelque chose, je pourrais collaborer et on peut penser et réfléchir ensemble. D'ailleurs, la transformation est irréversible. Si elle se produit à l'intérieur de vous-même, vous n'allez jamais la perdre. Et cela donne beaucoup de pouvoir, en fait. C'est très puissant, c'est très puissant. J'aimerais vous remercier et vous souhaiter la meilleure décennie possible. Et j'espère pouvoir être encore sur Terre pour vous accompagner. Merci.